Merci. Ouais. Et je suis hyper content d'être là. Et à la fois, je suis vachement impressionné. Parce que, la vache, vous êtes nombreux. Et moi, je suis tout seul. Puis surtout, je me demande, mais du coup, qui je suis, moi, pour être là sur une estrade, alors que vous êtes à 2 mètres du sol, 2 mètres plus bas. C'est quoi la légitimité ici à avoir le micro? Eh ben, aucune en fait, parce que ici, il y a des vidéastes qui ont pris la parole, dont c'est le métier, et qui parlent de sujets passionnants, qu'ils maîtrisent à fond. Quand il y a Asclépios qui parle de médecine, moi je l'écoute avec attention. Dès qu'il y a Passé Sauvage qui me parle des détournements de l'archéologie à des fins politiques, je sais que c'est son sujet à l'année. Moi, c'est juste un passe-temps, une passion. Je ne travaille pas dans les sujets que je traite en vidéo, puis je ne suis pas chercheur et je ne suis pas enseignant. Et du coup, par modestie, je vais juste m'asseoir un petit peu pour baisser un peu le niveau. Quand Kali m'a proposé de venir, j'ai dit oui. Après, elle m'a dit mais attends, j'ai pas encore expliqué. Alors bon, elle m'a expliqué. Et du coup, il faut que ça ait un quelconque rapport avec l'histoire. Or moi, sur mes vidéos, je traite principalement de pensée critique. Je traite de est-ce qu'il y a une possibilité pour le citoyen standard, le Pékin moyen, comme moi, d'arriver à faire le tri entre le vrai et le faux pour me faire une opinion sur des sujets controversés, parfois un petit peu pointus, alors qu'on n'est pas spécialiste. Et cette question, en fait, je me la pose, mais tout le monde se l'est posée depuis très longtemps dans l'histoire, et essayer de faire le tri entre le vrai et le faux, ça a intéressé beaucoup de monde. Du coup, je vais vous lire quelques passages d'un livre d'une personne qui a les mêmes interrogations et les mêmes préoccupations que moi à son époque. J'ai intitulé ma conférence « Fake News au Moyen-Âge ». Lecture d'un extrait de Thomas Brown, Pseudodoxia Epidemica, enquête sur de nombreuses idées reçues et autres fausses vérités, par Sir Thomas Brown, dont j'ai une édition originale manuscrite ici, datant de 1646. Le titre de ma présentation aujourd'hui est elle-même une fake news. Parce que déjà, le terme fake news, il est très moderne, actuel, et puis il est à la mode seulement là depuis quelques années. On ne parlait pas vraiment de ça, en tout cas en ces termes avant ça. Ça vient probablement de l'élection de Donald Trump, où tous les spécialistes de la géopolitique se sont rendus compte que la quantité de fausses nouvelles, de rumeurs crasses qui circulaient, sont pour quelque chose dans son élection. Puis du Brexit aussi, parce que les élections pour le retrait de l'Angleterre de la communauté européenne, il y a eu une quantité de désinformation, de fausses rumeurs, de chiffres complètement inventés pour faire changer l'opinion qui a circulé et qui a vraiment pesé dans la balance. Mais moi, en fait, c'est pas les fake news qui m'intéressent le plus, parce que dans le mot fake en anglais, ça veut dire trafiquer à dessein. C'est un mensonge qui a été fait pour faire croire aux gens un truc faux. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est juste l'équivalent en français, où on dit une fausse nouvelle. Et quelque chose qui est juste faux, c'est pas forcément fake. Quelque chose qui est juste faux, ça peut très bien être relayé, transmis et répété de façon tout à fait sincère, sans penser à mal, sans vouloir mentir. Et ce monsieur-là, Thomas Brown, il fait une enquête sur toutes les idées reçues, c'est-à-dire ce que l'on pense pour vrai et que les gens se racontent sans vraiment savoir que c'est de la foutaise et en pensant vraiment que c'est vrai. C'est une fake news aussi parce que ce livre-là, il est édité en 1646, c'est pas du tout le Moyen-Âge, vous avez compris, c'est la Renaissance. En fait, c'est plutôt l'histoire d'une fake news que ce monsieur, à la Renaissance, pensait dater du Moyen-Âge. Il a fait des enquêtes, mais c'est pas parce que on est un sceptique et qu'on essaie de trier le vrai et le faux qu'on y arrive toujours. Bon, après, ma conférence, c'est aussi une fake news parce que, bien sûr, c'est pas du tout un manuscrit original. C'est un truc que j'ai imprimé à l'ordinateur avec une fonte un petit peu classe, comme ça. Alors, de loin, ça fait illusion, hein, mais...
Non, en fait, ce livre-là, je l'ai bien sûr trouvé sur Internet, bien sûr, sur Google Books, parce que il y a une campagne de scannage de tous les livres papier pour les numériser. Et depuis des années, l'intégralité de la connaissance humaine passe sous les scanners pour pouvoir être rendue accessible. Et maintenant, j'ai la possibilité d'avoir accès à des manuscrits de l'Antiquité, à des livres de poésie, même obscurs, à des rapports de justice de villes de France ou d'Europe que personne n'avait jamais vus depuis très longtemps, car ils étaient enterrés au fond d'archives. Et du coup, j'ai un accès à la connaissance que Thomas Brown en 1746 m'aurait envié. Lui, il se targuait d'avoir accès à une belle bibliothèque et d'avoir lu quelques livres d'auteurs. Et il en avait lu peut-être une dizaine ou une vingtaine dans sa bibliothèque. Peut-être même une centaine à la fin de sa vie. Moi, le nombre de livres dans toutes les langues, de toutes les époques, jusqu'à l'Antiquité, auquel je peux avoir accès depuis la chaise de mon ordinateur, c'est inimaginable. Il serait jaloux de savoir que moi, je peux avoir accès à tout ça d'ici en 3G avec mon portable, et que je m'en sers la plupart du temps pour regarder des vidéos de chats. Plus que ça, ils ne sont pas seulement scannés, ces livres-là, ils sont numérisés. C'est-à-dire qu'il y a de la reconnaissance de caractère, et tous les manuscrits d'époque, où on peut les numériser lettre par lettre. Ça fait une base de données sur laquelle on peut faire des recherches par mots-clés. Maintenant, il est possible de savoir combien de fois tel mot a été utilisé dans toute la littérature, les livres, les essais, les biographies, les rapports, les almanachs, pendant l'année, je ne sais pas moi, 1832. Et ça vous dit, il y en a eu tant de fois ce mot est apparu. On peut voir la popularité des mots, des expressions dans la langue française ou dans toutes les autres langues, et faire des graphiques en utilisant du big data. Et ça, c'est un accès à la nouvelle connaissance que même la génération d'avant n'avait pas. Je me sens un petit peu privilégié, du coup. J'imagine les nombres d'heures de lecture et de compulsage d'ouvrages qu'il a passé lui, alors que moi, en restant sur ma chaise, je peux carrément compter le nombre de fois où tel mot est apparu, et ça me prend un demi-millième de seconde. Pseudodoxia epidemica, enquête sur de nombreuses idées reçues et fausses vérités. Livre 2, partie 3, chapitre 4. La croyance selon laquelle les castors s'arrachent les testicules avec les dents pour échapper aux chasseurs. Non, rigolez pas. Il faut pas se moquer des croyances. Il faut pas se moquer des croyances parce que on en a tous et je sais que moi j'en ai plein. Que si jamais je pouvais discuter ici avec Thomas Brown, j'aurais plein de trucs à lui demander. Parce qu'on a plein de points communs. On essaie de savoir comment on pourrait trier le vrai et le faux. Et lui, dans son livre, il fait des enquêtes sur le terrain. Il est allé discuter avec des spécialistes des castors. Il a essayé de faire des relevés. Il a essayé de se documenter sur la littérature, ce qu'on savait sur les animaux de tous les spécialistes des derniers siècles. Si je l'avais là sous la main, j'adorerais avoir un voyage dans le temps et puis pouvoir discuter avec lui, quoi. Je dirais, il y a quand même des idées reçues de fou dans ton époque. Toi, par exemple, dans le même chapitre, tu explores la croyance selon laquelle les cristaux ne sont d'autres que de la glace tellement gelée qu'elle ne dégèle plus. Voyons, c'est fou. Je sais pas ce qu'il me répondrait. Il me répondrait, ouais, je sais, les gens de mon époque, ils croient en des trucs. Vous croyez encore à ça, vous, en 1818? Je dirais, non, nous on croit plus ça, bon, la glace, on sait ce que c'est. Non, par contre, nous, en 2018, on est du genre à croire qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau. Alors lui, il me répondrait certainement, ah ouais, la vache. Ouais, je sais. Mais toi, dans ton livre, tu as fait une enquête très spécifique et très documentée sur la rumeur selon laquelle les blaireaux ont des pattes plus courtes d'un côté que de l'autre. Et vous croyez encore à ça à votre époque? Non, à part le bahut dans les montagnes, mais c'est vraiment pour faire marcher les touristes. Non, je crois qu'on ne croit pas ça à notre époque, on ne croit plus à ça. Non, par contre, en 2018, il y a des gens qui croient encore que les ongles et les cheveux continuent de pousser après la mort. Ah, ils me diraient, ah ouais, la vache, c'est bizarre, hein. Toi, au chapitre 5,
tu fais une enquête sur l'existence des griffons, des licornes, des basiliques, des dragons, et tu essaies d'avoir les preuves, soit archéologiques, soit au moins de dissection de ces animaux-là, pour savoir si ça existe ou pas. Je l'imagine en train de me poser la question, et alors, 2018, vous croyez encore aux dragons, aux licornes? Non, on ne croit pas aux dragons, aux licornes. Non, par contre, nous, il y a quand même des gens qui croient qu'il y a un monstre du Loch Ness, une sorte de dinosaure dans un lac en Écosse. On croit au Yeti, et aux petits gris, des petites créatures un peu grises avec des grands yeux qui viendraient de l'espace. Ils me diraient, ah ouais, putain, là. Toi, au chapitre 6, tu explores la croyance selon laquelle l'amande amère permet de boire autant qu'on veut en évitant l'ébriété. Ah. Je lui dirais, oh la vache, quand même, vous croyez de ces drôles de trucs? Non, nous, on ne croit pas lui à ça. Non, on s'y connaît un peu plus en amande amère. Non, par contre, chez moi, il y a la moitié de la population qui est du genre à croire que le cœur de canard pourri soigne la grippe. Je l'imagine en train de me dire, ah ouais, putain, la vache. Non, attends, tu sais pas tout. Il paraîtrait que c'est d'autant plus efficace que c'est dilué. Et il y en a, ils mixent des cœurs de canard, ils en prennent une goutte et ils le diluent dans un volume d'eau équivalent au total de 600 fois le volume d'eau disponible dans tous les océans de la planète. Il me ferait, oh putain, la vache. Et moi, je pourrais rien d'autre que répondre que, putain, ouais. Enquête sur de nombreuses idées reçues et autres vérités communément admises par Sir Thomas Browne, chapitre 4, du castor. La rumeur selon laquelle les castors s'arrachent les testicules avec les dents. Qu'un castor, afin d'échapper aux chasseurs, s'arrache les testicules ou bourses avec les dents est une thèse fort ancienne qui lui donne en conséquence un grand avantage pour sa propagation. Moi, c'est ce que j'appelle un argument de l'ancienneté. Ça me parle bien parce que je sais qu'il y a des rumeurs où la raison pour laquelle on y adhère, c'est parce que elles traînent dans l'espace social et qu'elles se répètent depuis très longtemps. Mais bon, en vrai, c'est parce que les gens ils pensent à un truc depuis très très longtemps que c'est vrai. Hein, il y a des conneries qui circulent depuis très très longtemps et puis il y a des choses vraies qui sont nouvelles et qui sont vraies quand même. Hein. Nous avons trouvé énoncé ce lieu commun dans les hiéroglyphes des Égyptiens, dans l'apologue d'Ésope. Un auteur de la haute antiquité vivait au début de la monarchie perse, à l'époque de Cyrus. Aristote en fait vaguement mention dans son Éthique. Aristote. Mais la chose est exposée avec beaucoup de sérieux par Élien, Pline et Solinus. Nous retrouvons en outre la même chose, c'est Juvénal, qui, du fait d'une belle expression métrique, l'aggrave encore mieux dans les mémoires juvéniles, ainsi. Deux points. Une citation en latin, mais moi je ne parle pas latin. Donc je ne vais pas vous faire l'affront de vous la lire. Mais lui, il savait parler latin, parce que c'était un savant, et les savants, ils doivent parler le latin, parce que c'était la langue dans laquelle sont écrits les livres les plus sérieux. Par contre, moi j'ai un avantage sur lui. C'est que moi, j'ai pas besoin de parler les langues, moi. Il suffit que je tape ça dans un moteur de traduction automatique sur Internet, et ça marche sur toutes les langues de la planète qui existent. Ça prend un milliardième de secondes à mon ordinateur d'envoyer une requête et de me retourner la traduction dans un français approximatif, mais qui me permet au moins de savoir de quoi ça parle. Voilà. Donc je l'ai fait, et bon, effectivement, ça raconte cette histoire de Castora enuceum testiculorum. On imagine bien ce que ça veut dire. Cette assertion s'est trouvée propagée par les emblèmes, et certains auteurs furent de si mauvais grammairiens qu'ils ont été trompés par le nom, faisant dériver castor de castrando, alors que le vrai nom latin est fiber, que castor est seulement emprunté au grec. Et ça, ils pensent que cette rumeur-là, elle vient du fait qu'on confond le mot castor avec un
mot latin, castrando, alors que ça vient plutôt du grec. Ça me paraît pas idiot. Souvent, on imagine que l'étymologie doit justifier un truc, et que si ça vient de telle ou telle étymologie, c'est qu'il doit y avoir un fond. Voilà. Bon, moi j'ai enquêté un peu plus, je me rends compte que en fait, cette histoire de s'arracher les testicules avec les dents pour échapper aux sacheurs, c'est parce qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Moi, ça m'a l'air bizarre aujourd'hui, mais pour ses contemporains à lui, c'était tout à fait normal de penser ça. Parce que les castors étaient très chassés, ils étaient très courus, très demandés pour une glande qui est à peu près au niveau des testicules, qui produit une sorte de substance très, très odorante, et qui avait plein de propriétés, certaines vraiment efficaces médicalement, d'autres un petit peu inventées ou un petit peu surjouées. Et c'est pour ça que les chasseurs chassaient les castors, pour récupérer cette glande-là. Et puis ça se vendait une fortune, parce que ça avait la réputation de pouvoir guérir tous les maux, de pouvoir soigner les lépreux, de rendre une vie meilleure, peut-être même le retour de l'être aimé, je ne sais. Et du coup, s'arracher les testicules avec les dents pour les laisser par terre, ça laisse le temps de s'échapper, parce qu'on imagine que le chasseur, il n'a plus qu'à ramasser la glande, et puis il n'a plus aucune raison d'aller chasser le castor. Voilà. Donc il y a des trucs qui ont l'air vraiment bizarres, étonnants et incompréhensibles, et puis je me dis, mais ils sont vraiment trop débiles de croire ça. Mais c'est parce qu'en fait je suis plus dans l'époque, je suis complètement déconnecté, maintenant je suis trop loin en 2018. Et il y a plein de trucs qui avaient l'air évidents pour les gens, mais maintenant vu d'ici, ça a l'air vraiment idiot, alors que ça ne l'était pas. Il fait donc l'état de l'art sur le sujet, il lit des auteurs. Ça, c'est un petit peu ce que moi j'essaye de faire dans mes travaux. C'est-à-dire que je me pose une question qui m'interroge, souvent sur une question paranormale, sur la spiritualité. Est-ce que les sourciers sont capables de trouver de l'eau en utilisant des baguettes? Est-ce que la télépathie, ça fonctionne? Est-ce que les médiums peuvent contacter l'au-delà? Est-ce qu'une personne avec un pendule peut retrouver une personne disparue? Et puis, dans la recherche sceptique, que on appelle souvent la démarche zététique, ça se compose de faire des protocoles, essayer de vérifier sur le terrain si ça marche ou si ça ne marche pas. Ça veut dire travailler avec les praticiens qui pratiquent ce genre de médecine ou de spiritualité, et puis essayer de mesurer scientifiquement, statistiquement, s'il y a un effet ou pas. Et puis, il y a la deuxième partie, c'est aller voir dans la littérature scientifique. Donc, lui, c'était des auteurs de l'Antiquité. Voir ce qu'ils en disent eux, quelle est leur opinion, puis faire une synthèse de tout ça. Bref, on a un peu le même métier avec ce monsieur Thomas Brown. Je vois plein de points communs avec lui. À ce sujet, pour parler compendieusement, il nous faut affirmer que, après d'enquêtes sérieuses, nous ne pouvons pas accepter l'idée d'une évulsion avec les dents, d'une partie quelconque du corps. Ceci a été déclaré par les plus grands et les plus reconnus des auteurs, car bien que certains d'entre eux se soient exprimés à ce sujet d'une manière morale ou métaphorique, les essayistes les plus connus ont discrédité cette assertion pour leur silence, soit ils l'ont rejetée du fait de leur expérience. Pline nous rapporte que, dans les temps anciens, Cestus, un médecin, s'y attela et réfuta expérimentalement cette erreur. Discordi fit de même en s'inscrivant dans une ambiguïté en faux contre cette tradition. Parmi les auteurs modernes, Androvandi, Mattoli, Gessner, Delon, en ont parlé expressément. Et d'autres encore qui ont décrit la manière de leur vénération en Amérique, et plus souvent, ils ne mentionnent pas cette technique qui permet aux castors d'échapper aux chasseurs. Et ils ont expliqué par quel artifice ces chasseurs attrapent des castors quotidiennement. Donc un petit peu d'enquête de terrain, un petit peu d'enquête de dossier, allez voir dans la littérature scientifique ce qu'en disent les auteurs. On fait un petit peu la même chose. L'origine de ce concept était probablement hiéroglyphique. Puis, après être passé dans la mythologie des Grecs et dans les fables d'Ésope, le processus de la tradition a transformé en vérité absolue ce qui n'était que partiellement vrai, au sens où il s'agissait en fait d'une morale dissimulée. Parce que oui, moi j'ai fait une petite enquête aussi, et finalement, je suis assez d'accord avec lui. J'ai trouvé des enluminures, vous ne voyez pas parce que vous êtes beaucoup trop loin, mais je vous l'avais écrit. Ça a l'air d'être un chasseur avec deux chiens qui chassent un castor hyper mal dessiné, qui est en train de s'arracher les testicules avec les dents. Avec la légende, sous la pression d'un chasseur et de ses deux chiens, un castor se résout à se séparer de ses testicules pour en réchapper. De même, le chrétien doit accepter quelques sacrifices pour trouver Dieu. Et du coup, maintenant, j'ai une autre question. C'est la troisième question qu'on se pose quand on fait des enquêtes sceptiques ainsi, c'est
Une fois qu'on pense avoir atteint un seuil de crédibilité qui nous permet de trancher sur la véracité ou la fausseté d'un truc, la question d'après c'est ok, bon d'accord, c'est faux, c'est de la foutaise, c'est du flan, c'est du bullshit, c'est du fake news, mais pourquoi ça se diffuse autant dans l'espace social? Pourquoi les gens continuent à y croire? Et très souvent, quand il y a une morale derrière, eh ben, ça fait qu'on adhère plus aux faits. Et ça, c'est un équivalent qu'on retrouve encore aujourd'hui, et les mêmes mécanismes sont encore à l'œuvre. Je pense qu'il y a plein de trucs qui ont l'air pas factuels, vraiment contrefactuels, auxquels on adhère vaguement parce que la morale qui est derrière est bonne. Et on confond un petit peu les deux. C'est avec cette souplesse dans nos croyances que nous sommes heureux d'accepter par exemple la fable de Hippomène, qui racheta sa vie en perdant une pomme d'or. Ouais, ça c'est une histoire de la mythologie grecque où pour séduire une dame, il a dû accepter de la défier en la course à pied. Et vu qu'elle était super bonne athlète, il savait qu'il ne pourrait pas la rattraper et il a laissé tomber exprès des pommes en or. Et quand elle a vu ça, elle s'est baissée pour les ramasser, elle a perdu les précieuses secondes. Et c'est comme ça qu'il a remporté son cœur, parce que oui, c'est une technique de drague apparemment. C'est ainsi que, qu'elle soit vraie ou fausse, nous ne rejetons pas la tragédie d'Abstyros et la dispersion de ses membres par Médée, qui voulait brouiller sa piste parce qu'elle était poursuivie par son père. Ça aussi, c'est une légende qui se racontait beaucoup pendant l'Antiquité. Pas pendant l'époque de Thomas More, pendant l'Antiquité. La mythologie, ça sert à ça, en fait. Ça sert à raconter des morales. Ça sert à raconter la foi où cette dame a été prête à tuer son propre frère, à disperser ses membres, à jeter les membres du bateau pour que ses ennemis, voulant lui donner une sépulture décente, perdent du temps à ramasser les petits morceaux, et ça lui a permis d'avoir du temps pour s'échapper. En fait, c'est les mêmes histoires qui portent toute la même morale, racontées différemment par différents peuples, dans différentes époques, mais elles ont toutes un petit peu la même morale derrière. Mais celui qui affirme positivement cet acte et ne peut en accepter la morale qu'en faisant également crédit à la fable est certainement avide d'erreur et aura du mal à éviter qu'on le trompe avec des théologies de même nature. Je comprends bien ce qu'il veut dire. Là, il me dit que c'est pas parce que la morale est bonne et qu'en plus on peut s'en servir au niveau pédagogique pour enseigner aux enfants une leçon de vie qu'il faut croire que cette histoire s'est vraiment passée pour de vrai. Il n'y a pas eu vraiment une sœur qui a tué son propre frère et qui a dispersé ses membres. C'est comme une fable de La Fontaine. C'est pas parce que la fable de la cigale et la fourmi me parle, vraiment, il y a plein d'implications sociales, que je vais me mettre à croire qu'il y a vraiment des cigales qui parlent. Voyez. Il s'ensuit donc que l'erreur et l'allogie dans cette conception sont pires que dans le chapitre précédent où il s'agissait de prendre des images pour la réalité. Ici, il s'agit de chercher à trouver une vérité dans les apologues. Et ils prennent pour des affirmations sérieuses ce qui n'est que fable, fabriqué et avoué. Ce type-là, j'ai beaucoup d'empathie pour lui, j'adorerais pouvoir discuter un petit peu de ses méthodes, de comment il trie le vrai et le faux, de comment il parle de ces sujets-là avec ses contemporains sans passer pour l'arrogant de service, le monsieur je sais tout, qui a lu des livres et qui sait lire le latin. Et ben moi j'ai un petit peu les mêmes soucis si jamais je vais discuter avec les adeptes du cœur des canards pourris. J'ai peur qu'ils me disent « Ouais, mais toi, tu ramènes ta science, tu crois qu'avec tes livres... J'ai pas du tout envie de passer pour ça. Il faut que je sache dans quelle mesure il faut accepter que les croyances, des fois, elles font pas de mal, que c'est pas grave, que c'est mieux comme ça. Et parfois même, elles ont une morale derrière, et que moi, si je veux trier les choses entre ce qui est factuel et ce qui est contrefactuel, ce qui est vrai et ce qui est faux, c'est juste un développement personnel, c'est pour moi, et que c'est vraiment une autre histoire que de vouloir faire du prosélytisme et aller essayer de faire changer l'avis des autres pour leur mettre leur sophisme, leur argument fallacieux sous le nez en leur disant « Ah, regarde comment tu penses de travers, tu crois des conneries ». Je vais beaucoup réfléchir sur ce sujet-là et je vais compatir avec les problèmes qu'il a lus, parce qu'il était très croyant ce homme-là. En plus, il adhérait beaucoup, non seulement à sa religion, mais à plein de trucs ésotériques qu'aujourd'hui je trouve complètement farfelus. Ce sceptique-là, ben, je trouve que c'est un vrai sceptique, qui a vraiment une bonne démarche, mais il croit quand même en des trucs complètement délirants des fois. Et du coup, ben, je me dis, bah et moi c'est pareil, parce que si je retourne mon petit voyage dans le temps que j'ai imaginé tout à l'heure avec la discussion d'un sceptique du passé, que je l'ai fait avec un sceptique du futur maintenant.
et que je discute avec, je sais pas moi, un équivalent sceptique qui doit faire je crois, des vidéos sur l'équivalent d'un YouTube de 2350, et qui je lui dise mais alors, vous, dans le futur, vous croyez toujours que les cœurs de canard pourris, ça peut guérir la grippe, hein? Et qui me disent non, on ne croit plus ça, on est passé au-delà. Non, 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 par contre, nous, j'aimerais bien savoir. Ouais. Et puis ça me rend un peu humble, parce que ça me fait me rendre compte que on a tous des croyances que les autres trouveront débiles, et au lieu de comparer les croyances entre les peuples géographiquement, le faire temporellement des fois, ça apporte pas mal d'humilité. Je vous souhaite de réfléchir là-dessus autant que moi j'y ai réfléchi. Merci.